Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui un entretien avec Simon Bédard, athlète licencié à l'Athlé Pays de Vannes et étudiant aux États-Unis. Il vient de courir lundi dernier le championnat NCAA de cross-country à Stillwater dans l'Oklahoma, une course d'une densité incroyable et qui a offert un spectacle magnifique. Au cours de ces 20 minutes, il nous décrit le contexte de ces championnats, le prestige qu'il représente aux USA. Nous nous intéressons ensuite plus précisément à la façon dont il a vécu cette course qui a fait de lui un All-American. Pour profiter au maximum de cet entretien, je vous ai mis dans la description de l'épisode un lien vers la retransmission intégrale de cette course. De cette manière, vous pourrez vous immerger encore un peu plus dans l'univers de l'un des sommets de la saison athlétique hivernale aux États-Unis. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour Simon, je viens vers toi suite à la course à laquelle tu as participé lundi dernier. Il s'agissait du championnat D1 NCAA. Donc je précise D1, c'est le plus haut niveau des championnats universitaires aux États-Unis. J'ai envie, afin de mettre en perspective la valeur de ce que tu as pu faire à cette occasion, vraiment d'expliquer ce contexte, d'essayer de faire prendre conscience avec autant d'informations que possible de ce que c'est que ce championnat NCAA. Comment est-ce qu'on fait pour s'y qualifier? J'ai vu qu'il y avait carrément un show lors duquel étaient annoncées les universités qui étaient qualifiées. C'est vraiment un truc très très important là-bas. C'est vraiment quelque chose qui a une certaine symbolique. Voilà, ouais, c'est ça. C'est en gros, c'est l'objectif de tout le monde, c'est se qualifier au cross. En général, c'est plutôt par équipe qu'on se qualifie, mais on peut aussi se qualifier individuellement, mais c'est assez dur de se qualifier individuellement. Il faut gagner sa conférence. Donc, ouais, il y a vraiment un niveau impressionnant. On est 250 au départ et le niveau est un peu fou. Ouais. Ouais. Alors, 250 au départ. Alors, on va entrer un petit peu dans les détails pour expliquer. C'est les 31 meilleures équipes universitaires, à peu près donc à Mhm, 7 par équipe, 5 qui comptent, 2 remplaçants, et ensuite c'est ça. une petite quarantaine d'individuels. Donc, quand je dis les 31 meilleures équipes universitaires, on a l'impression que ça fait beaucoup, 31 universités. Juste un petit point comme ça qui permet de placer les choses. Ton université, elle n'y était pas allée depuis 2012, par exemple. C'est ça. Donc, c'est C'est ça, vraiment ouais. pas tous les ans qu'on se qualifie. Vraiment, vraiment, vraiment Non. pas. Ouais, voilà. On a beau avoir une bonne équipe, c'est dur de se qualifier. Faut vraiment rentrer. C'est un système un peu différent en France. En France, il faut gagner. Bon, là, c'était un système un peu Covid, donc c'était un peu différent. C'était vraiment plus basé sur un classement. Chaque semaine, il y a des classements qui sont faits comment on peut dire ça, par la NCAA, en fait. Il y a plein de traîneurs qui se rejoignent et qui votent en fonction du niveau des équipes. Et il y a un classement de fait à chaque semaine. Et c'est pour ça l'important d'être toujours dans ce classement. Cette année, on était classé 22e. Donc, le but, c'était faire mieux que 22 que ce qu'on était classé, quoi. Et voilà. Et c'est fait. Donc, C'est parfait. fait. On va y revenir tout Mm. à l'heure. Effectivement, c'est fait et c'est même très bien fait. Ouais. Un autre élément qui permet d'imaginer la densité et le niveau de cette course. Donc, cette année, c'est gagné par un Américain, par Conner Mantz. On va encore en parler un petit peu plus tard. Mais c'était la première fois depuis 2008 qu'un Américain Mhm. s'imposait. Et le dernier Américain qui s'est imposé, il est un tout petit peu connu, puisqu'il s'agit de Ouais, Galen Rupp, c'est double ça. médaillé olympique, médaille d'argent sur 10 000 en 2012 et médaille de bronze en 2016 sur marathon. Donc ça faisait 13 ans qu'un Américain ne s'était pas imposé. Donc il y a vraiment une colonie étrangère nombreuse et performante. C'est ça, ouais. Bah, on peut retrouver souvent on va dire les meilleurs Européens autour de mon âge, on va dire catégorie espoir ou début senior, même que ce soit U18, U20, U20. Là, il y avait une bonne densité, donc là, il y a quand même pas mal d'Européens. Il y avait quelques Allemands, Anglais. Bon, Français n'était pas beaucoup, il y avait que moi et Pierre-Louis en tant que Français sur la course. Mais la densité est quand même assez impressionnante. Et après aussi, bah, il y a les Africains, les Kenyans qui sont quand même pas mal aussi, des Australiens. Donc ça vient vraiment de tout le monde. Et c'est pour ça que pour les Américains, la rivalité est assez compliquée. Voilà, donc on a planté le décor. Je n'ai pas fini de vous démontrer la densité de cette course. On va y venir après par ce qui s'est passé pendant la course. Là, c'est vraiment le contexte un petit peu global. Comment est-ce qu'on fait pour y venir? Mais on va encore préciser les choses. On arrive lundi en tout début d'après-midi pour toi. Quand on regarde les images, on n'a pas l'impression que c'est un cross. Pour quelqu'un qui est habitué à Mhm. aller à Carhaix au mois de décembre, c'est pas tout à fait les mêmes conditions. J'ai vu, moi, un parcours hyper sec, température estivale, tout le monde en débardeur. Et il y avait un peu de vent, mais il faisait pas froid. Enfin, décris-nous Non. un petit peu le contexte, tout ce qui entoure, tout ce qui se passe avant le départ. Et vraiment, ça s'appelle un cross-country, mais c'est pas tout à fait la même discipline que ce qu'on peut connaître par chez nous. Ouais, voilà, bon, c'est un peu différent. Ici, les crosses, ça peut être des fois des terrains de golf, donc de la petite herbe tout plat, sec. L'année dernière, c'était un cross plutôt comme un cross breton, de la boue tout le long.
Donc moi, j'aime pas ça. Donc la boue, c'est pas pour moi. Et là, moi, j'aime autant les terrains roulants. Mais par exemple, pour mesurer un peu l'immensité américaine, ce terrain-là, il a coûté, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que c'est entre 5 et 15 millions d'euros, juste le terrain de cross. Pour voir un peu le budget, comment c'est fait aux États-Unis par rapport en France. En France, on verra jamais, je pense, un club mettre entre 5 et 15 millions d'euros juste pour un terrain de cross, quoi. Donc, ça, c'est vraiment impressionnant. Ils ont fait ça en sorte pour que ce soit, vu que c'est dans l'Oklahoma, c'est une région pluvieuse. Ils ont mis tout un système d'irrigation sous le parcours. Donc, en fait, pour un ordre d'idée, la veille, on allait courir sur le terrain. Et vu qu'il avait plu pendant 3-4 jours avant, quand on courait, ça faisait plaque, plaque, plaque. On sentait qu'on courait sur du mouillé. Et le lendemain, on s'est dit, bah, ce sera encore un peu gras et tout. Et le lendemain, c'était hyper sec comme un champ de blé. Et du coup, le système d'irrigation, il est vraiment impressionnant. Du coup, c'est pour ça que c'était tout sec et bien rapide. Donc ouais, c'est complètement différent des crosses bretons. Donc, tu étais en train de m'expliquer que là, vous avez couru sur un terrain privé qui appartient, c'est pas à l'université. Si, c'est à Ouais, l'université. ouais, Ouais, c'est à d'accord. l'université, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Donc donc, c'est aussi pour montrer la dimension, le nombre d'argent qui est mis en place pour des écoles universitaires. bon, on arrive à la course. Je ne sais pas si parmi ceux qui vont écouter ce podcast ont peut-être vu les images. Le départ, c'était quelque chose d'hyper spectaculaire. Alors déjà, la façon dont c'est mis en place, mais en plus la façon dont ça a été filmé derrière avec un drone qui vous Mm. prend par en haut, c'est vraiment extraordinaire les images. Faut s'imaginer. Donc on a dit tout à l'heure, à peu près 250 gars morts de faim, prêts à en découdre, un niveau hyper élevé, une densité, enfin une homogénéité de niveau extraordinaire. Et il n'y a pas deux lignes, hein. Vous êtes tous les uns à côté des autres. Vous avez une largeur incroyable. Il y a je ne sais pas combien de large, il y a peut-être 200 mètres de large. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et vous êtes tous les uns à côté des autres. Et voilà, quand le départ est donné, c'est quoi ce moment? Qu'est-ce qui se passe sur la ligne de départ? Quand j'imagine, le cœur, il doit déjà être assez haut avant même le coup de feu, parce qu'on sent qu'au moment où le coup de feu éclate, tout bascule. Ah bah, c'est ça, on s'y attendait. On savait que le départ allait être rapide. Donc, dans ma tête, je me suis préparé mentalement à partir vite. Donc, l'année dernière, au cross, j'avais fait 112e. Et cette année, l'objectif, je pensais que j'avais moyen de faire dans les 50. Il y a peut-être moyen. Et l'objectif, c'était vraiment l'objectif ultime. C'est le top 40, comme on dit All American. C'est la certification que tout le monde court pour, en fait, entre guillemets. Et du coup, au départ, je me dis, bon, faut pas que je sois trop loin de cet objectif. Du coup, j'y remène dans les 50-60 au départ. Et du coup, je me suis dit mentalement, faut que je sois prêt à partir vite. Et ça va faire mal, mais faut que j'y aille. Et du coup, ça part vite, mais je pars vite aussi. Et sauf qu'au final, au premier kilo, devant, ça passe en 2,31. Et moi, je passe en 2,41 et je me retrouve 124e en passant en 2,41. Donc, c'est impressionnant. Il y a une bataille pas possible sur les 800 premiers mètres. Je me prends une pointe dans le pied, le mec il tombe, j'ai failli tomber avec. 200 mètres plus tard, pareil, il y a un mec qui tombe juste devant moi. Enfin, c'est vraiment un combat, le premier kilo avec la densité, vu qu'on a tous à peu près le même niveau, hein. Je regardais le temps du dernier, celui qui a fini 200. Bon, il y a des abandons, il y a eu genre une vingtaine d'abandons, mais celui qui a fini 230e, il a un record aux 3000 en 8,14 quand même. Donc, on a tous le même niveau, quoi. Donc, c'est impressionnant. Alors, je voudrais juste revenir sur le temps que tu as annoncé, le temps de passage au premier kilomètre. Alors, c'est le Kenyan Wesley Kiptoo qui allume le départ. Mhm. Et alors, Wesley Kiptoo, tu le connais un tout petit peu parce que quand tu as couru ton 10 000 au mois de décembre en 28-16, ce jour-là, il est là, il court une autre série de 10 000 et ce jour-là, il fait Mhm. 27-37. Donc, c'est un D'accord. monsieur quand même, hein, Ouais, ouais, ouais. et il allume le départ. Il allume le départ, 2,31. Alors, on va s'arrêter deux secondes parce que 2,31, c'est impressionnant, mais je vais le ramener à quelque chose qui va peut-être être encore un peu plus impressionnant. On sait qu'au mois d'octobre 2020, l'Ougandais Joshua Cheptegei a pris le record du monde du 10 000, 26-11. Donc le gars qui se serait mis au départ et qui s'est dit, bon, c'est un cross, mais quand même, moi je suis un déglingo, je vais me mettre sur les bases du record du monde du 10 000. On n'est pas sur piste, on est sur un cross, donc il faut partir en 2,37. Et bien si ce gars-là, il était parti en 2,37 convaincu d'être sur les bases du record du monde, il se serait retrouvé 40e au bout d'un kilomètre, Ah oui, 40e de ouais, cette ouais, c'est course. ça. Donc c'est ça, ce départ de folie, c'est ça quoi. Enfin je pense, j'invite, la course est disponible sur YouTube, l'intégralité de la course est disponible sur YouTube en cherchant un peu. Il faut imaginer, rien que ce premier kilomètre, même si on s'arrête là, ça vaut le coup. C'est quelque chose de grand et j'imagine qu'être de l'intérieur, ça doit être très puissant. Et effectivement, tu l'as dit, tu prends un coup de pointe, c'est la guerre quoi. Ah, c'est la guerre. Ouais. Ah bah là, c'est ça. Faut jouer des coudes et il faut être le plus costaud, quoi. Faut pas tomber. C'est la guerre, donc voilà, il faut l'encaisser ce départ. Donc tout le monde est en sur-régime, mais c'est le jeu, vous le savez. Et Wesley Kiptoo a laissé aucune chance à ceux qui espéraient un départ un petit peu plus. Alors ça n'aurait pas été relax. Là, c'est tout le monde dans le rouge au bout de 2 minutes de course, quoi. C'est ça. Puis après, C'est ça. et après c'est sauf qui peut.
Voilà, et puis derrière, ça faiblit à peine. Donc 2,31 parce que le premier kilomètre est plat. Alors après, ça reste un parcours de cross parce que j'ai vu qu'il y avait des passages qui étaient bien, bien pentus. Alors c'était assez Ah raide. ouais, C'est ouais. pas forcément très long, mais très raide. On voyait bien que ça penchait en avant, hein. Ouais, ouais. Bah, en dénivelé positif, sur toute la course, on est en 140 mètres quand même. Donc, ouais, c'était comme des roller coasters à un moment. C'était vraiment ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, c'était vraiment casse-pattes. Donc là, tu pars, donc, comme tu l'as dit, 124e au passage au 1000, donc dans le paquet, parce que 2 secondes devant, Ouais. tu passes juste 2 secondes plus vite, tu es 60e, quoi. C'est un truc comme ça. J'exagère C'est pas, hein. ça, ouais. Non, non, c'est vraiment un gros paquet, ouais. Et puis donc voilà, ça avance. Et Mm. après, donc tu navigues aux alentours, parce que c'est formidable, hein. Les États-Unis, c'est formidable. J'ai été voir les résultats. Il y a les temps de passage et les places à chaque 1000. Donc après, tu Mhm. navigues aux alentours de la 50e place, on va dire grosso modo pendant toute la course. Ouais, c'est ça. Tu le sais pas, c'est impossible de savoir. Tu as une idée grosso modo, mais tu sais pas précisément. Alors, j'ai juste au premier kilo, j'ai tout de suite réalisé que j'étais beaucoup trop loin de ce que je voulais faire. Et je me suis dit, il faut que je me bouge. Du coup, entre le premier et le deuxième kilo, vu que j'arrive à voir les détails, j'ai passé 81 gars entre le premier et le deuxième kilo. Du coup, je me suis un peu cramé, je pense. Au deuxième kilo, je passe en 5,37 au deuxième kilo. Et là, ça commence à être dur, quoi. Et je m'étais placé du coup 40 et quelques. Et du coup, on va dire, toute la course, j'étais ouais, entre la 50 et 60e place. Mais si je le savais, vu que il y a les spectateurs, ils comptent tout le temps les places. Et du coup, je ne savais pas ma place exacte, mais je savais que c'était entre 50 et 60. Et comme je disais, le top 40, c'est vraiment le truc que tout le monde veut. Tous les Américains disaient, ah, bah, le top 40, c'est lui en gris devant ou en rouge devant. Du coup, on savait toujours où était le 40e, quoi. Alors, Donc, j'arrivais quand même à me situer. justement, là, tu en parles, ça fait 2 fois que tu en parles, c'est quelque chose que je voulais aborder, mais on va continuer là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce statut de All-American? Parce qu'effectivement, j'ai vu ça, ton président de club, la Régis Quiré, on a échangé juste après ta course, et il me dit tout de suite, avant de me dire que tu fais 37e, il me dit, il est All-American. Qu'est-ce que ça Ah ouais. signifie pour un étudiant américain? En gros, c'est un truc, mais le Graal à avoir. Donc, en gros, forcément, il y a la victoire. Enfin, tout le monde veut gagner. Mais en gros, sur chaque discipline, même chaque sport, il y a un statut de All-American. Donc, en gros, quand tu es dans le top 40 en cross, tu es considéré comme All-American. Par contre, sur piste, tu es considéré All-American si tu fais. Alors, je sais plus si c'est top 8 ou top 15, vu que forcément, il y a moins de niveaux. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est un statut, c'est une reconnaissance en tant qu'Américain pour tout niveau All-American. On va dire, un prestige à avoir, quoi, entre guillemets. Ouais. Alors, ça se met sur un CV, ça, après, aux États-Unis? Alors, en vrai, ouais, il y en a qui le mettent ouais, sur un CV, j'ai déjà vu ça. Donc, du coup, moi, quand je monte à CV aux États-Unis, je le mets. En France, je le mets pas, vu que personne ne le sait. Mais ouais, ouais, ça parle pour tout le monde, en fait. Donc voilà, donc tu passes ta course aux alentours de la 50e place. Alors c'est hyper stable, hein, malgré la grosse densité, tu bouges tu l'as dit, entre 52 et 58e. C'est très stable, Mhm. mais je pense que tout le monde est au rupteur. En fait, c'est aussi simple que ça, c'est que tout le monde est vraiment à la limite. Ouais, c'est ça. Et puis après, donc il se passe, on arrive sur la fin de course, on arrive au 8e kilomètre, et là, tu commences à sentir que s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant, quoi. Voilà, c'est ça, dans la tête, moi je suis toujours assez costaud à la fin, donc je me suis dit, allez, 2 kilomètres, c'est rien, c'est 7 minutes de course maximum. Du coup, j'ai essayé de lancer un peu, relancer un peu, et ce que je me suis fait avoir, puisqu'en fait, il y a le kilomètre, c'est une grosse montée sur 100 mètres, et après un faux plat montant sur allez, 300 mètres, 600 mètres, pardon. Et après, on arrive sur une arrivée en descente de 200 mètres. Et cette côte-là, je crois que c'était celle-là. Et du coup, je commence à l'attaquer. Et je me dis, bah là, en haut de la côte, il reste 800 mètres, quoi. Et en fait, je vois un virage qui redescend. Je me dis, oh mince, en fait, non, il reste 2 kilomètres. Et du coup, mentalement, c'était dur, mais bon, j'avais déjà mis mon effort. Et vu que le dernier kilomètre, il est très, 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 très dur, si tu n'as pas un tout petit peu de gaz dans tes jambes ou il te reste pas un petit peu de jus, tu finis pas bien, tu perds. Il y a des gens devant moi, ils ont perdu. Il y a un mec qui était cinquième quand même pour dire au 9e kilo, il finit 33e juste devant moi. Genre le dernier kilo, il fait vraiment très très mal s'il ne te reste pas dedans. Et j'ai même passé un mec au 800 mètres, il était en train de marcher, et il est tombé par terre devant moi, il ne pouvait plus. Du coup, c'est là où que
je me suis dit, je peux en rattraper quelques-uns. Et je crois que dans le dernier kilo, j'ai dû ramasser une dizaine de gars, je pense. Donc, ouais, c'est vraiment là que j'ai fait un peu la différence pour rentrer dans le top 40. Juste quand même, on va un instant sur celui qui gagne la course, Conor Mans. Lui, il a été hyper costaud. Je pense qu'il pouvait gagner dans toutes les configurations de course parce qu'il accepte le départ rapide imposé par Wesley Kiptoo. Il passe deuxième au kilo. Et derrière, il résiste, il fait une course très, très, très intelligente et il fracasse tout le monde sur le dernier 1000. Il met tout simplement 20 secondes à ceux qui étaient avec lui. Parce qu'il y en a derrière qui ont été un peu plus vite que ceux qui ont fini dans le top 5, mais ils n'ont pas eu à subir le rythme effréné devant. Mais il fait 2,57 le dernier kilo quand les deux qui étaient encore avec lui au 9e kilomètre finissent. Il leur colle 20 secondes dans le dernier kilomètre. Vraiment, il était au-dessus. C'est quelqu'un. Alors que chronométriquement sur 10 000, il n'a pas été en dessous de 28 pour le moment, mais là, il est très très fort. Ouais, voilà, bah, c'est ça. Le niveau est assez homogène, mais là, lui, il a toujours été depuis ses premières années, il a toujours fini deuxième ou troisième, mais il avait jamais gagné les crosses. Et là, moi, dans la course, j'avais aucune idée, hein, j'étais trop loin, je ne voyais pas ce qui se passait devant. Mais quand j'ai regardé la course après, je me suis dit, il est vraiment impressionnant, vu que j'avais vu qu'il avait gagné avec 22 secondes d'avance. Et quand j'ai vu qu'au 9e kilo, il était presque encore à 3 devant, je me dis c'était impressionnant. Et surtout, finir en 2,57 sur une fin de course en côte presque tout le long, sur 800 mètres de côte et 200 mètres de descente, avec un vent de face en plus. Franchement, je ne sais pas d'où il sort ça. Je pense qu'il était imbattable. Je me dis, mais on aurait pu mettre n'importe qui avec lui dans la course. Je pense qu'il était imbattable ce jour-là, quoi. Et c'est clair, il a su résister au départ. Il est parti vite, mais il a pas résisté à la tentation à partir avec le premier. Vu que le premier, je pense qu'il avait il avait de grandes chances de gagner, mais il a voulu faire peut-être un peu le malin et il s'est fait avoir et il est tombé sur plus fort que lui ce jour-ci. Et après, Kiptoo, mercredi, donc 5-6 jours avant, 4 ou 5 jours avant, il y avait les championnats nationaux indoor et il a gagné le 5000 en 13-23. Donc il court quand même un 5000 en 13-23. Et après, il va faire un cross comme ça et finir troisième. C'est quand même impressionnant. Bon, donc on arrive et je reviens, on fait des allées et venues, mais c'est la passion qui m'emmène. Donc tu es aux abords de la ligne d'arrivée, effectivement, et je dis, il finit fort, parce que je ne sais pas pourquoi, mais la caméra s'est attardée sur la ligne d'arrivée et par chance, on voit bien ton arrivée, alors que les tout premiers sont déjà passés, et on voit bien ton arrivée et on te voit, tu finis très très fort, mais on voit que la fin, que les 10-15 dernières secondes de ta course. Mais il n'y a pas que les 10-15 dernières secondes, tu as fini fort sur on va dire les 1500, 2000 derniers mètres. Et en fait, quand on regarde, j'ai été regarder ce qui te sépare parce que du coup, je savais que c'était la 40e place pour être All-American. Tu n'es que 2 secondes devant la 41e place. Donc ça se gagne à 30 mètres de la ligne, ce statut. Ouais, en fait, je savais, on m'avait dit lequel était 40e, du coup, j'avais un peu visé. Et du coup, je savais, je disais en haut de la côte, là, quand il restait 200 mètres, je savais que c'était assez bon. Mais dans ma tête, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je pensais que j'étais 31, 31, 32e. Du coup, je me suis dit, je suis assez facile. Et dans ma tête, je dis, bon, savoure, mais finis fort, mais savoure quand même. Et au final, je l'ai su que longtemps après. Je l'ai su 15 minutes après la course, que j'ai fini en fait 37e. Et là, je me dis, oh là là, en fait, j'ai vraiment eu chaud. Donc ouais, et surtout, il y a mon coéquipier de course qui fait 43e. Du coup, qui fait 6 secondes derrière moi et lui qui loupe le All-American pour, je sais pas, 4 ou 5 secondes. Donc, ouais, ça s'est joué sur le film, mais ça l'a fait. Du coup, content. Tu dis content, voilà, ça résume tout. C'est satisfaction Voilà. immense. C'était l'objectif de ta saison de cross. Ouais, carrément. Bah, déjà, si je remonte il y a 2 ans, quand j'étais en D2 et que je suis passé en D1, déjà, je sais même pas si j'aurais pu faire un cross tout court, me qualifier au cross, vu que je me dis le niveau, c'est improbable. Et vu que l'année dernière, je m'étais qualifié au cross, j'étais juste déjà content de le faire. Et là, je me suis dit, bon, si tu visais quelque chose, mais bon, on sait pas trop ce que ça va donner. Dans ma tête, je visais le All-American, mais d'un autre côté, je me dis, c'est peut-être pas être possible de le faire, vu que le niveau est quand même un peu costaud. Mais bon, je l'ai fait. Je pense que je l'ai vraiment fait au mental. S'il n'y avait pas ce prestige de l'américaine, je pense que je serais resté sur la 50e place. Je ne sais même pas la force que j'ai réussi à avoir dans le dernier kilomètre pour continuer, vu que les gens me répondaient plus. C'était vraiment à la tête. Enfin, genre, j'étais prêt à m'écrouler, genre mes jambes ne tenaient presque plus. Franchement, je ne sais même pas d'où j'ai sorti cette énergie, mais je ne le regrette pas en tout cas. Non, et puis c'est fondateur, hein. C'est des Ouais. sensations qui sont dans ta tête et qui pourront resservir un jour où il y aura une bagarre pour aller chercher, je ne sais pas, un titre ou une médaille.
Voilà tes sensations. Donc maintenant, j'imagine, place un petit peu au repos. On se pose 2 minutes, pas beaucoup plus, et on repart pour la saison estivale. Bah oui, en fait, même pas trop le temps en repos, vu que dans une semaine, je vais courir un 10 000 sur piste. Donc ouais, je voulais faire un petit break entre cross et la course extérieure. Mais le calendrier fait que c'est un peu compliqué. Du coup, l'objectif, c'est faire un 10 000 la semaine prochaine. On va en Caroline du Nord. Il y a une course, donc l'objectif, c'est faire de moins de 29 minutes pour se qualifier aux régionaux. Vu qu'il y a des temps, ils prennent que le top 32, il me semble. D'habitude, c'est le top 48 de chaque région. Donc la région, c'est les Américains, enfin, c'est les États-Unis coupés en deux. D'habitude, ils en prennent 48, mais à cause du Covid, ils veulent réduire le nombre. Du coup, ça va baisser à 42. Et du coup, pour s'assurer une place aux régionaux, il faudra finir dans les meilleurs 32 de la région Est pour moi. Et en général, faut faire moins de 29 pour être qualifié aux régionaux qui seront fin mai normalement. Donc l'objectif, c'est courir un 10 000, faire moins de 29. Comme ça, je suis sûr de qualifier. Et après ça, je pense prendre allez, 3-4 jours de repos et redescendre sur du court, donc du 1500, faire un peu de vitesse et faire des 1500, 5000 et être prêt pour mai-juin quand la saison sera importante. Merci infiniment à Simon pour m'avoir accordé cette interview en toute simplicité. J'espère qu'il vous aura autant passionné que moi. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur le sujet. En me réécoutant, je me rends compte que je suis parfois un peu long sur certaines remarques. Ne m'en tenez pas rigueur, c'est la passion qui déborde un peu trop par moment. C'est le moment de nous quitter pour aujourd'hui. Le Covid fait de la résistance, mais que cela ne vous empêche pas de continuer à faire de l'athlé, de continuer à parler d'athlé et de continuer à aimer l'athlé. Le tunnel est long, mais on en verra bientôt le bout. Tenez bon et à bientôt.